Bonjour les amis, et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre d'une actualité très chargée pour le football français et pour l'Olympique Lyonnais, puisque évidemment la France va jouer son quart de finale ce soir à 20 h sur TF1 face à l'Angleterre. Et justement, on va évoquer ce match et notamment un tour d'horizon de l'équipe d'Angleterre pour voir un petit peu à qui on a affaire. Ensuite, je ferai un petit retour sur l'interview dans l'équipe aujourd'hui de Laurent Blanc. Et vous allez voir que Laurent Blanc considère qu'il y a énormément de travail. Et on fera un tout petit point pour finir sur la vente. Puisque toute cette semaine, on a été convaincu que la vente ne se ferait pas. Rappelez-vous, jeudi, certains médias annonçaient qu'elle allait se faire et Canal+ disait qu'elle n'allait pas se faire. Et aujourd'hui, l'équipe persiste et signe en disant que on est tout proche de finaliser cette vente à John Textor. Donc, on va regarder un petit peu tout ce qui se dit ici et là. Alors, avant de parler de France-Angleterre, évidemment, un petit point sur la Coupe du Monde, puisque désormais 2 quarts de finale se sont déroulés. Ce soir, cet après-midi, il y aura aussi Maroc-Portugal. Maroc, l'invité surprise de ces quarts de finale après avoir éliminé l'Espagne au tir au but, et donc on peut penser que le Maroc va reproduire un match à peu près identique, c'est-à-dire extrêmement solide et solidaire en défense. Peut-être pas forcément emmener le match en prolongation et au tir au but, mais miser sur un contre ou un coup de pied arrêté pour tromper le Portugal qui a fait une impression assez extraordinaire face à la Suisse en s'imposant 6-1. Alors hier, c'était les matchs des tirs au but, puisque Pays-Bas-Argentine 2-2 à la fin du match et des prolongations, avec un but absolument fou suite à un coup franc très bien senti et joué à 2 par les Néerlandais, mais par contre une séance de tir au but un peu foirée. Le Brésil, lui, qui s'est carrément tiré une balle dans le pied, alors déjà en n'étant pas capable de faire la différence pendant le match, avec pourtant 2,6 XG, donc ça c'était quand même un petit peu embêtant. Et après que Neymar ait donné l'avantage à ses coéquipiers et à son équipe en prolongation, eh bien ne pas être capable de protéger ce résultat. Et ensuite au tir au but, en envoyant Rodrigo premier tireur. Alors là j'ai trouvé ça très très surprenant d'envoyer un jeune joueur, parce que si vous ratez le premier tir au but, vous mettez une pression folle sur ceux qui vous suivent. Du coup, comme ils n'ont mis que 2 tirs au but et que les Croates en ont mis 4, eh bien Neymar n'a même pas tiré, lui qui est peut-être un des meilleurs tireurs de pénalty du monde. Donc il n'a même pas tiré dans cette séance de tir au but. Donc je trouve que l'ordre, et en plus Marquinhos 104, je trouve ça dingue. Pour moi le Brésil c'est vraiment tirer plusieurs balles dans le pied. Évidemment c'est difficile de gagner un match. Donc du coup on aura un Argentine-Croatie qui pour moi est une surprise, puisque je voyais plutôt les Pays-Bas et le Brésil. Donc sur ce coup là j'ai pas du tout eu le nez fin. Du coup je vais m'abstenir de faire un pronostic pour Angleterre-France. Mais on va passer tout de suite à ce match, et dans l'équipe, Vicente Lizarazu nous fait un descriptif des joueurs anglais. J'avoue que je les connais pas tous, je ne suis pas un adepte absolu de la Première Ligue. Donc on va voir ce qu'il nous dit par rapport à cette équipe anglaise. Alors d'emblée, on notera que dans les compétitions internationales, l'Angleterre est plutôt sur une dynamique intéressante, puisqu'ils ont fait demi-finale de Coupe du Monde en 2018, éliminé au tir au but d'ailleurs par nos amis croates. Et ensuite, à l'Euro, en finale, là aussi, défaite au tir au but face à l'Italie. Donc une équipe qui est sur des résultats plutôt probants. Je dis uniquement des résultats parce qu'après dans le jeu, c'est pas toujours jojo. Et d'ailleurs ça a été le cas aussi dans cette Coupe du Monde, puisque je n'ai pas du tout apprécié leur match face aux Américains, un match qui selon moi ils auraient dû perdre. En 8e de finale, ils se sont débarrassés du Sénégal, un Sénégal un petit peu décevant, 3-0, c'était relativement propre. Donc bon, c'est difficile de situer cette équipe d'Angleterre, parce que d'une certaine manière, comme la France pour le moment, elle n'a pas rencontré vraiment des cadors du foot mondial. Et en plus, comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation, elle reste avant les matchs de Coupe du Monde sur des prestations quand même très très inquiétantes, notamment
une défaite à domicile face à la Hongrie. En Ligue des Nations, 3 nuls, 3 défaites et une rétrogradation en deuxième division de la Ligue des Nations. Donc bon, c'est pas non plus la folie. Mais bon, le passé est le passé, ce qui est important c'est le présent. Et on va voir que cet effectif en tout cas présente de grandes qualités. Après, sur le plan collectif, il y a des faiblesses. Donc, je le répète, hein, c'est Vicente Lizarazu qui fait les commentaires sur les joueurs. Donc, Shaw qui joue latéral gauche, un latéral que je trouve bon offensivement, il a un bon pied gauche, une bonne qualité de centre et il est régulièrement passeur décisif. En revanche, défensivement, je le trouve un peu lent et en 1 contre 1, Dembélé peut lui faire très mal parce que c'est quand même un des aspects assez évidents de cette équipe d'Angleterre, c'est que hormis Kyle Walker, on a des défenseurs d'une très très grande lenteur. Donc même si nous, avec l'arsenal offensif des Anglais, on peut être mis en difficulté, je pense aussi qu'avec nos joueurs, on peut les mettre en grande difficulté. Alors Maguire, qui est un peu, on va dire, un clownesque en Angleterre, souvent même sur le banc cette saison avec Manchester United, et pourtant c'est un indéboulonnable de la sélection. Et Bincente nous dit, il est décrié en club, mais il est fiable en sélection. C'est un réfrigérateur, 1m94, 90 kg. C'est aussi leur arme fatale sur coup de pied arrêté. Ils le cherchent systématiquement pour qu'ils remettent de la tête un second ballon dans la surface. Mais bon, après, c'est vrai que on a Olivier Giroud, donc il va devoir batailler avec Maguire et Stones. Il les connaît très très bien, hein, puisqu'évidemment, il a fait une très grande carrière en Angleterre, enfin au moins longue, Olivier Giroud. Et donc il connaît très bien tous ces joueurs. Et c'est vrai que, notamment sur le jeu de transition, eh bien des Maguire, des Stones et donc des Shaw peuvent se retrouver en difficulté face à nos flèches, que ce soit Dembélé ou Mbappé. Donc voilà, la défense anglaise n'est pas non plus la sécurité sociale. Donc Stones qui joue à Manchester City, la charnière qu'il forme avec Maguire n'est pas rapide, il faudra les attaquer là-dessus, ce sera plus facile que du côté de Walker, mais leur force c'est qu'ils jouent ensemble en sélection depuis longtemps, qu'ils sont athlétiques et qu'ils se complètent bien. Alors évidemment, Kyle Walker, tout le monde en parle, hein, puisqu'il va se retrouver en 1 contre 1, même si on peut penser que Anderson et Stones vont l'aider pour s'occuper de Kylian Mbappé, mais tout le monde parle de ce 1 contre 1 avec Kylian Mbappé. On se base sur la vitesse des uns et des autres. Moi, ce que je constate, c'est que Walker a 32 ans, qu'il a très très peu joué au mois de novembre. Il revient de blessure. Alors, il peut être rapide, c'est une chose, mais la rapidité, c'est pas la même sur 5 mètres, sur 10 mètres, sur 30 mètres, et surtout quand il faut répéter les sprints. Donc moi, cette histoire de vitesse, je trouve que c'est un peu du pipeau. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui a déjà eu Kylian Mbappé en face de lui, notamment dans des duels City-PSG, et il s'en est plutôt bien sorti. Bon, de toute façon, moi, je ne résume absolument pas ce match en un match Kylian Mbappé versus l'Angleterre. Je pense qu'on a d'autres armes, et Kylian, il est certes brillant dans cette compétition, mais il n'est pas tout seul sur le terrain. Bon, en tout cas, Bichente nous dit en 1 contre 1, c'est ce qui se fait de mieux à son poste, il va très vite et très puissant, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est quelqu'un qui aussi parfois fait des fautes extrêmement dures. Donc ça dépendra aussi de l'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage va laisser jouer ou va être très pointilleux? Ce sera une des clés du match. Il a déjà montré lors de confrontation entre City et le PSG qu'il était capable de résister à la vitesse de Kylian. C'est un match dans le match. Au milieu de terrain, on a, alors je parle pas du gardien Pickford qui est un gardien moyen, faut quand même le dire. Mais bon, on va dire il fait à peu près le métier, mais c'est pas non plus un gardien top niveau. Donc Rice en milieu défensif, c'est un excellent joueur, celui qui équilibre leur milieu, il est sûr techniquement, il a du volume, de l'agressivité, il protège bien sa défense. Bellingham, qui est un peu, je dirais, la pépite de cette équipe d'Angleterre, donc 19 ans, et qui joue à Dortmund et qui devrait rejoindre la Première Ligue la saison prochaine, peut-être même cet hiver si le chèque est suffisamment conséquent. Un talent pur, technique et élégant, meilleur jeune du tournoi avec Musiala de l'Allemagne, il sait tout faire, il est super athlétique, il joue box-to-box, il peut transpercer les lignes. Sur le plan technique, il y a 2 joueurs à cibler, lui et Kane. Alors, moi je rajouterais Foden, mais bon. Henderson, donc lui, il était contesté en début de tournoi, pourtant c'est un leader qui met beaucoup d'intensité, d'énergie, d'impact dans les duels.
Il est celui qui sort pour harceler le porteur du ballon, qui va au combat, qui ne pleurniche pas. Donc voilà, plutôt un combattant qu'un joueur brillant. Saka, donc un autre joueur qui s'est fait sa place dans cette équipe, un ailier très complet qui peut éliminer, passer, marquer. Avec lui, Foden, Rashford, voire Sterling et Grealish. Ils ont vraiment de quoi vous poser de gros problèmes sur les côtés par le dribble et la vitesse. Bon, Harry Kane, on le présente pas. Et Phil Foden, donc, qui lui aussi est un jeune joueur, donc on voit que cette équipe quand même a de la relève. Je ne comprenais pas du tout pourquoi il ne jouait pas au début. Southgate d'ailleurs a été très critiqué pour le fait de ne pas faire jouer. Il est très technique, excellent dribbleur, mais il sait aussi jouer vite à une touche, en 1-2. Avec son gabarit 1m71, il est plus dans l'évitement que dans l'impact. Et si Guardiola l'adore, donc 3 petits points, ça veut dire que c'est un joueur de qualité. Donc on sera face à une équipe d'Angleterre qui, eh bien, a vraiment de la qualité individuelle, qui a des défauts. Donc évidemment, une défense, notamment de ce côté-là, et du côté de Maguire, assez lente. Donc il faudra peut-être aller les provoquer plutôt du côté droit et vers le milieu. Donc on peut compter que Kylian, rappelons quand même que Kylian a joué du côté droit. Donc on peut imaginer aussi des permutations avec Ousmane Dembélé. Donc ça va être très intéressant. Je pense que c'est très périlleux de faire un pronostic, puisque vraiment, pour moi, on a deux équipes avec des forces un petit peu différentes, mais d'un niveau global assez voisin. Donc c'est très très difficile. On pourra peut-être même aller aux prolongations. On peut pas vraiment prendre l'historique des confrontations entre nous et eux, puisque ça fait, je crois, 5 ans qu'on les a pas joués. Et en plus, je crois que c'est un match amical. Donc bon, on va pas tirer de conclusion des confrontations. Alors l'équipe de France, et ça m'a beaucoup étonné, bon en tout cas c'est la prédiction de l'équipe en termes d'effectifs, puisque Didier Deschamps pourrait reconduire la même équipe que contre la Pologne. Or évidemment, ça m'étonne beaucoup, puisque de cette façon, Didier Deschamps aligne toujours ses 4 offensifs, donc Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé. Moi très sincèrement, j'étais persuadé que Didier Deschamps allait enlever alors soit Giroud, soit Dembélé pour rajouter Fofana au milieu de terrain et renforcer un milieu de terrain, on l'a vu chez les Anglais, qui est quand même assez intéressant, et aussi des ailiers très intéressants. Donc évidemment, quand vous êtes en 4-4-2, vous pouvez davantage aider sur les ailes et malgré tout protéger votre milieu, plutôt qu'en 4-3-3. Bon, après on sait qu'on a Griezmann et Rabiot qui font un travail de fou. Donc bon, alors, ça m'étonne, je trouve ça courageux de la part de Didier Deschamps. On a vu quand même que dans certains matchs, on avait quelques trous. Donc bon, on va voir si c'est cette équipe. Ça va être à mon avis très intéressant et très indécis. Alors passons maintenant à l'Olympique lyonnais. Donc interview de Laurent Blanc dans l'équipe ce matin. Et vous allez voir un Laurent Blanc qui prend petit à petit conscience de la tâche qui va être la sienne, mais aussi qui évoque l'incertitude sur la vente, parce qu'évidemment, vente ou pas vente, ça peut impacter le mercato, notamment le mercato hivernal. Rappelons que celui-ci ira jusqu'au 31 janvier, donc si la vente se fait, on va dire, dans les 2-3 semaines qui viennent, et si Textor respecte son engagement d'apporter 40 millions pour le mercato, il y a quand même moyen de faire 2-3 trucs, c'est-à-dire en gros de rajouter un joueur expérimenté dans chaque ligne, c'est-à-dire en défense centrale essentiellement, au milieu de terrain et soit dans les ailes, soit en pointe. Alors je vais passer sur toutes les questions personnelles dont on se fout un peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'OL, c'est le terrain. Alors malgré tout, Laurent Blanc dit quelque chose d'intéressant ici, puisqu'on lui demande quelle évolution avez-vous vu en France en 6 ans, donc depuis son départ du PSG. Il dit: ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité physique des équipes, les courses à haute intensité, la répétition des efforts, c'est un truc de fou. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que une des choses qui caractérise l'Olympique lyonnais, justement, c'est ce manque de qualité physique, ce manque de qualité athlétique. Il est certain que dans notre équipe, on a quand même beaucoup de sénateurs, de joueurs qui jouent en chaussons, et je crois que cet effectif ne correspond absolument plus à ce que demande la Ligue 1. La technique, c'est nécessaire, mais il faut cavaler en attaque, il faut cavaler en défense, et nos joueurs n'en sont tout simplement pas capables.
Et donc je pense que dans la future construction de l'effectif, il faudra absolument en tenir compte. Et je pense que Laurent Blanc, lui, il est vraiment totalement dans cette démarche. Alors ici, on lui pose la question, votre priorité est-elle d'abord de gagner ou de faire progresser votre équipe? Alors d'une certaine manière, la question est un peu stupide parce que le but, c'est que si vous faites progresser l'équipe, forcément vous allez gagner des matchs. Mais bon, Laurent Blanc nous dit, la priorité c'est de gagner, je suis un adepte du beau jeu, mais ce qui me guide c'est la victoire et j'étais déjà comme ça joueur. Ça m'est arrivé de faire un petit pont dans ma surface parce que je pensais que c'était l'action à tenter. Mais je n'avais aucun problème à dégager en tribune dans les entretiens que j'ai eus avec les joueurs. Je leur martèle que notre nourriture est la victoire. Sentez-vous un décalage à ce niveau? Il y a un décalage, mais ils sont jeunes. À 17-20 ans, vous apprenez, mais il faut déjà être sûr d'être guidé par la victoire. La défaite aussi vous enrichit, mais le succès vous rend plus heureux, vous donne plus de reconnaissance et des gains financiers incroyables. Et donc la liberté, c'est très important. Ensuite, cette liberté de choisir que certains vous jalousent. Alors, quand le journaliste évoque le feuilleton du rachat du club, on lui demande si il s'en détache. Complètement détaché, ce serait mentir. Que ça m'inquiète au point de prendre mon téléphone pour lire les nouvelles? Non, je suis pris par ma mission sportive. Mais on ne peut qu'être impacté par les nouvelles, car ça touche le sportif, les salariés. L'ambiance générale n'est pas optimale. Malgré ça, il faut aller en haut, on est conscient de l'attente des gens, on représente l'OL, club dans une situation floue. J'espère qu'il y aura une situation plus claire et nette. Si le club est vendu, il se passera des choses, et d'autres, s'il n'est pas vendu, mais pas de la même nature, on attend. Donc on le voit, cette incertitude quand même pèse un peu sur les mentalités. Alors je suis assez déçu de cette interview parce que franchement, Hervé Penaud là est à poser des questions complètement nulles qui n'intéressent pas. Vous voyez quand même que sur toute cette interview, il n'y a pas grand chose à retenir. Donc du coup, pour savoir un petit peu l'état d'esprit du moment de Laurent Blanc, il s'est exprimé après la défaite face à Arsenal. Et en fait, lui, il n'est pas totalement désabusé par cette défaite. Et il pense même que, comme c'est pas lui qui a choisi ce calendrier, peut-être ces matchs-là arrivent un peu tôt dans la préparation physique. Bon, en même temps, c'est des matchs qui vous ramènent à l'humilité, mais il ne faut pas non plus que ça démoralise les joueurs. Donc je pense qu'il doit leur marteler qu'on fait une préparation physique de dingue. Rappelons quand même que le championnat reprend dans 18 jours, donc il y a encore du temps pour travailler. Et donc lui, il attribue clairement à un problème physique, puisque on en demande énormément aux joueurs. Donc Laurent Blanc nous dit, bien sûr le résultat et la production n'ont pas été bons. Je ne dis pas que je suis heureux après cette performance, je ne veux pas dédouaner les joueurs en disant qu'il y a des circonstances, mais on a préparé ce match comme une séance supplémentaire. Nous avons fait 2 gros entraînements mercredi et jeudi matin. On a annulé la séance prévue car je sentais que ça commençait à tirer un peu dans les pattes. On leur a proposé énormément de choses depuis notre reprise et ils ont bien répondu. Oui, je ne suis pas content, mais lorsqu'on a fait la préparation physique que l'on a faite, on ne peut pas se retrouver avec beaucoup de brillance. Alors bon, on tombe en plus contre une très bonne équipe. La chose positive, s'il y en a une, c'est qu'on aura encore couru et j'espère que ça nous rendra service. Depuis le début, on se prépare pour être prêt contre les Brestois. Je préviens que Liverpool, donc le match de demain dimanche, ça sera aussi difficile car on ne va pas s'arrêter. Il faut en passer par là, par des moments compliqués. Les garçons sont en train de digérer, ils en bavent. J'espère que ça les fera tout de même réagir. Ce vendredi, on aura une petite explication de texte aussi. Je m'attendais à mieux, mais il aurait fallu modifier le programme pour être bon dans les matchs amicaux. Ça peut être une formule, mais entre ces affiches et gagner, ou au moins se préparer le mieux possible pour faire un résultat à Brest, mon choix est vite fait. Sur la rencontre, il y a des choses à dire, elles seront dites, mais sur le reste de la préparation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Sur le mercato, alors évidemment, il dépend quand même de la vente et des intentions réelles de Textor. Je sais que je vais devoir composer avec 90% de l'effectif actuel. Il faut être réaliste, ce groupe-là va disputer la deuxième partie de la saison après des premiers mois insuffisants. À nous, le staff, de maintenir les choses, d'être encore plus exigeants avec eux, mais les joueurs aussi devront l'être avec eux-mêmes. Mon discours va tourner autour de ça et je pense qu'ils en sont capables. Donc vous le voyez, Laurent Blanc, qui ne se fait pas d'illusions, qui en gros dit oui, alors on vient de recommencer la préparation physique. Les joueurs répondent présents, mais on leur en demande énormément.
Et ce n'est pas moi qui ai choisi ces matchs amicaux puisqu'ils avaient été programmés bien avant et notamment pour faire plaisir aux sponsors. Donc ils arrivent à un moment où en gros on n'est pas prêt physiquement. Alors ça c'est sûr, hein, sur ce qu'on a vu, ni physiquement, mais moi je dirais même tactiquement, parce que de ce côté-là on n'a rien vu non plus. Pour le moment je donne le bénéfice du doute à Laurent Blanc. Parce que moi-même j'ai fait du sport, alors pas un très haut niveau, mais je sais que quand on n'est pas au top physiquement, on peut pas donner ses meilleures prestations sur le terrain, hein, que ce soit même dans l'adresse, hein, parce que si vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé, vous n'avez plus le même réalisme devant les buts ou même dans les dernières passes. Donc pour le moment, cette excuse physique, je l'accepte encore. De toute façon, le juge de paix, ce sera pas le match de Liverpool, ce sera pas le match de Sochaux ou de Monza, ce sera Brest et les matchs qui vont suivre. Donc pour le moment, voilà, Laurent Blanc dit ne vous attendez pas à des miracles face à Liverpool. Bon, je le rassure, on n'en attendait pas. On espère quand même une petite réaction et une production déjà, ne serait-ce que dans la fierté. Parce qu'à un moment donné, se faire balader, c'est bien, c'est une chose, mais il faut aussi avoir de la fierté pour pouvoir réagir. On va terminer donc avec ce que nous dit l'équipe ce matin par rapport à la vente. Donc vous le savez, l'équipe est sur la ligne, ça va se faire. Donc l'équipe persiste et signe et donc nous dit l'OL Group devrait communiquer aujourd'hui, donc samedi, et sans doute mettre fin à un long feuilleton. Des sources proches de Textor considèrent même l'affaire comme bouclée, même si le closing prendra encore plusieurs jours quoi qu'il arrive. La signature de tous les documents se déroulait jeudi et vendredi et les flux financiers ont déjà débuté. Explique une source proche du potentiel futur propriétaire. Le closing officiel prendra plus de temps du fait des conversions monétaires et des flux différents vers toutes les banques et les vendeurs. Tout est fait, poursuit la même source, qui reste à être conforté par les faits dans cette vente à rebondissement. Le directeur général du football, Vincent Ponceau, était à Crystal Palace hier, sans doute pour amorcer le travail interclub, sans qu'on sache ce qu'il en est des autorisations qui devraient venir d'Angleterre. Donc vous voyez, Hugo Guimet, Hervé Penaud, YL, je ne sais pas qui c'est, mais bon, en tout cas, voilà, l'équipe persiste et signe. Ça, c'est fait, en gros. Ce n'est plus qu'une question de jours. Ce qui, pour ma part, est une surprise. Je vais attendre que l'officialisation arrive et dire ce que je pense de cette vente, de ce que je pense de Textor, de ce que je pense être ses motivations. Et vous allez voir que, selon moi, ces motivations ne sont pas bonnes pour nous du tout. Donc on va suivre les derniers épisodes de ce feuilleton. Pour le moment, allez la France, hein, évidemment, on est tous derrière notre équipe, on espère aller en demi-finale face au Portugal ou au Maroc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour un débrief du match de l'équipe de France, et un petit peu plus tard, celui de l'Olympique Lyonnais face à Liverpool. Merci de m'avoir suivi, au revoir.